Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans une interview accordée au journal gouvernemental Fraternité Matin, paru donc le jeudi 24 octobre 2024, le député de Dabakala, Jean-Louis Billon, donc connu comme candidat potentiel à la présidentielle de 2025, estime que son parti, le PDCI, est plongé dans une sorte de léthargie alors qu'approche à grands pas la présidentielle de 2025. Selon lui, le parti serait trop calme. Le parti serait devenu plus qu'un club de soutien au lieu d'être une véritable formation politique. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci en tout cas d'être là comme tous les soirs. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier de la semaine, vendredi soir. Et nous sommes toujours avec nos amis. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir mes parents de Montezo et de Memni. Très bien. Élisée, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous me permettrez ce soir particulièrement de saluer toutes les populations du Grand Ouest montagneux, particulièrement de mon village Pogouin, à qui j'adresse en tout cas des salutations et à qui je dis que je les aime. Très bien. Marius Komoué, on part avec vous à Niassué, n'est-ce pas? Non, à Niassué, aujourd'hui, D'accord. les populations déjà sont tellement habituées à nos salutations. Très bien. J'ai voulu simplement saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices et leur dire bienvenue sur le plateau du Grand Talk. Merci beaucoup, Daouda Koulibaly. Moi, je n'irai nulle part. Je salue tout le monde. Mais j'ai un salut particulier pour la frange tous les pro-Gbagbo de Côte d'Ivoire, de la France, de Belgique, de n'importe où dans le monde. Chers pro-Gbagbo, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Nous saluons donc tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, de Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Vous prenez soin chaque fois d'être en ligne sur le digital ou après de revoir cette émission. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Et particulièrement, je voudrais ce soir saluer toutes les forces de défense et de sécurité et leurs différents commandements pour le travail acharné qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Mais plus particulièrement, ce 25 novembre, saluer un grand fan du Grand Talk, l'adjudant-chef Yao Wilfried, gendarme, qui ne rate pas du tout cette émission. Mais c'est un jour spécial pour lui parce qu'il célèbre 20 ans de service et aussi, donc, je le disais, son anniversaire de naissance. Nous lui envoyons donc toutes les bénédictions divines à lui, à son épouse et à sa famille. Voilà, nous sommes là, messieurs, on démarre notre émission. Alors, à l'entame de notre projet de ce soir, de nos différentes conversations, je présentais un peu la situation au PDCI, principalement l'interview qu'avait donc accordé M. Jean-Louis Billon, candidat potentiel, qui estime que son parti est trop calme par rapport à la présidentielle qui approche. Ça fait 10 mois, selon lui, que nous avons un nouveau président et que nous n'avons pas encore fait de bureau politique. Par ailleurs, le congrès continue-t-il, qui devrait se tenir en octobre de l'an dernier, n'a toujours pas été reprogrammé. Aujourd'hui, nous ne devons plus repartir vers le temps des timoniers. Il termine pour dire que le parti devient plus qu'un club de soutien au lieu d'être une véritable formation politique. Nous allons donc justement recueillir l'avis de nos amis sur ce plateau quant à ces différents verbatim. Daouda, commençons par vous. Bon, ce que je vais dire, c'est que c'est un véritable coup que le blanc, celui que j'appelle le blanc de Dabakala, vient mettre dans la fourmilière du PDCI. Parce que quand il dit qu'on est à un an jour pour jour d'une élection et que techniquement le parti est trop calme et que les choses ne bougeraient pas, il rappelle dans un premier temps le bureau politique. Parce que le bureau politique, c'est ce bureau-là qui va préparer la convention. Donc en fait, c'est un coup de pression qu'il met en fait à tout le PDCI de sorte à ce qu'on puisse aller savoir qui le PDCI va-t-il choisir pour la présidentielle de 2025. Première chose. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer à l'agrément. Là, on est à la révision de la liste électorale. Lui, depuis très longtemps, du vivant de Henri Konan Bédié, il n'a jamais caché son désir de briguer d'être candidat à la magistrature suprême et même gagner. Or, avec tout ce qu'il est en train de voir, il se rend compte que finalement, rien n'est fait. Et donc, si rien n'est fait, il va pousser forcément l'équipe Tidiane Thiam et tous ceux qui sont autour à aller à un congrès parce que techniquement, il s'est dit sûrement qu'il a ses chances de gagner, il a ses forces de gagner, donc allons-y à la convention. Donc, on attend pour voir concrètement que va faire Tidiane Thiam,
Que va faire le PDCI face à cette sortie fracassante de celui que j'appelle le blanc de Dabakala? Très bien. Élisée Bouloubou, quel est votre postulat justement par rapport à ce sujet? Moi, je pense que quand j'ai écouté, bon, depuis un certain temps quand même, on écoute un peu ou on lit dans la presse les interventions de M. Jean-Louis Billon. Je pense que M. Jean-Louis Billon, la lecture que je fais veut légitimer une décision qu'il a déjà prise en fait. C'est-à-dire légitimer? Voilà. Légitimer la décision, c'est-à-dire envoyer le PDC aller à un bureau politique où vraisemblablement, je pense qu'il en a lui-même conscience, ça sera difficile qu'il soit désigné comme candidat du parti. Je pense au regard aujourd'hui de la tournure que prennent les événements et tout ça. Et quand on voit un peu les conditions dans lesquelles le congrès a été fait, le congrès qui a vu la présence du président Thiam, et aujourd'hui l'équipe qui dirige le PDCI qui avance, ça serait un peu difficile pour lui d'avoir l'investiture, mais au moins il aura participé et ça va légitimer le fait que désormais il décide des partis en cavalier solitaire. Ça n'est pas une surprise parce que, comme lui-même l'a si bien dit, au temps du président Bédier, il a maintes fois martelé son intention d'être candidat à la présidentielle. Après, ne s'est-il pas aligné justement? C'est vrai qu'on n'a pas lu tous les verbatim, mais dans cette même interview, il a dit l'avoir même fait savoir au président Bédier, qui lui a même promis de l'accompagner vers cette ambition de 2025 là, mais qui lui avait demandé donc de se retirer pour 2020 et lui laisser la place à lui Bédier pour aller au combat, mais que pour 2025 il allait l'accompagner. C'est ce qu'il a dit dans l'interview, comme vous dites toute l'interview. Donc je dis aujourd'hui il est dans une démarche de légitimer vraiment cette décision qu'il a déjà prise là, pour laquelle il n'envisage pas en tout cas de faire marche arrière. Donc il est déterminé, il est dans sa logique et il avance. Je ne serais donc pas surpris que même si d'aventure alors justement, si le PDCI ne la double pas, est-ce qu'il irait indépendant? La convention avait eu lieu et qu'il n'était pas retenu, là je pense qu'il a été formellement clair. Il est candidat à la présidentielle 2025. On a même une vidéo qui circule où il a signifié devant ses parents à Dabakala qu'il est candidat pour 2025. Donc je crois qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. Maintenant, quelle sera la conséquence d'une telle posture sur la cohésion au sein du PDCI? C'est là vraiment que moi je pense que c'est là l'enjeu aujourd'hui. Pour moi, ça va fragiliser le parti. Je pense que le parti ressortira un peu fragilisé de ce positionnement de Jean-Louis Billon là, parce qu'aujourd'hui, même si c'est vrai qu'au départ on le sentait un peu isolé, mais de plus en plus certaines voix même au niveau du parti ont tendance à entendre l'écho de son, de ce qu'il dit. Messages. Voilà, de ses messages. Donc, je pense que c'est quand même un enjeu sur lequel il ne faut pas négliger, où les ressorts du PDCI doivent certainement prendre le taureau par les cornes. Alors, Herman, justement, lorsqu'on lit l'article, il dit aussi qu'il y aurait 3 autres candidats non déclarés. Donc, il y aurait une multitude de candidats. Est-ce que le PDCI ne partirait pas fragilisé, justement? Bon, dans tous les cas, tant qu'il ne sort pas jusque-là, quand on suit l'intervention de M. Jean-Louis Billon, il ne dit pas qu'il va se présenter en dehors du cadre de son parti. Il ne l'a pas encore dit formellement. Il présente justement ses ambitions de vouloir candidater à la présidentielle. Mais il ne sort pas. La preuve en est que lorsqu'il fait ses interventions, très souvent, il est dans cette tenue même du PDCI-RDA. Donc là-dessus, moi je pense que c'est tout à fait normal. Un parti politique où il y a des velléités de candidature, ça veut dire que ce parti politique-là a du potentiel à présenter, à plusieurs profils à présenter. Moi je pense que ça participe comment on appelle à la démocratie même en interne. Donc moi ce que je peut-être demande à la direction du parti, c'est de faire en sorte que les différents organes qui vont préparer à cette convention, que le match se déroule vraiment de façon équitable. Moi, pour revenir maintenant à ces éléments qui sortent, quand il dit que le parti est trop calme, qu'il y a trop de léthargie, quand tu vas voir le thème de léthargie, ça veut dire qu'il y a un profond sommeil et autres. Moi, je ne crois pas que le PDCI soit dans une léthargie. Le PDCI n'est pas calme. Quels sont les éléments justement qui on voit justifient que le PDCI tient des tribunes de façon... Le PDCI fait ses tournées, des coordinateurs régionaux vont faire des tournées. Le président même, souvent, il va sur le terrain. Le PDCI vit. Et puis quand il parle il utilise l'absence du bureau politique comme s'il constatait qu'il y avait un club de soutien. Mais le PDCI, on pourrait dire, a toujours fonctionné ainsi. C'est-à-dire? Depuis Oufoué, le PDCI, c'était un club de soutien pour Oufoué Boigny, qui était le président de ce parti. Ça veut dire quoi, un club de soutien, justement, dans ce contexte-là? Tout est autour du président. Avec Bédier, on n'a pas vu autre chose.
quelles que soient les vérités, tout se fait, c'est un peu comme c'est le garant moral du parti. Donc le PDCI fonctionnait comme ça. C'est ce qui permet au PDCI d'avoir une certaine stabilité. Aujourd'hui, avec Thiam, c'est la même chose qu'on voit. Les gens sont tous autour de Thiam et ça peut sembler être un soutien, comme si c'était un club de soutien, mais le PDCI, dans son fonctionnement, a toujours fonctionné comme ça. Autour d'une personne. D'une personne pour essayer de mettre, comment on appelle là, c'est ce dernier-là qui prend tous les coups et pour que le PDCI soit ça. Donc, je pense que c'est vrai, il a ses comment on appelle, ses ambitions, ça c'est louable, mais je pense qu'il ne faudrait pas que ces déclarations mettent à mal en même temps leur richesse commune, leur héritage commun, qui est le PDCRDA, la stabilité de leur parti. Et ça, je pense que s'il inscrit ses discours, ses interventions dans ce sens-là, et voilà pourquoi je loue le fait qu'il ne soit pas en train de dire qu'il va être candidat en dehors du chemin légal au sein de son parti. Alors, Marius Comoé, justement, dans l'interview, il dit encore qu'il n'est pas en train de jouer les troubles faits. Il est constant dans sa démarche depuis 2021. Alors, est-ce que cette démarche-là est en accord un peu avec le son qui est donné par la direction du parti, avec le candidat naturel, on va le dire, Tidiane Thiam? Rien n'a encore attesté qu'il est le candidat naturel. Et dès lors qu'une convention n'a pas encore planché sur la candidature avérée de M. Président Tidiane, du parti, ce n'est pas évident. Non, mais du tout. Nous sommes dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, quand on parle de démocratie au sein d'un parti et qu'on en fait justement son cheval de bataille, eh bien, tous les courants s'expriment. D'ailleurs, il faut inviter même les cadres du PDCI à s'exprimer. Ils n'empêchaient pas les uns et les autres de s'exprimer. D'ailleurs, qu'est-ce qui avait fait que certains des cadres, et non des moindres, ont dû quitter le PDCI pour se retrouver à créer le RDR. Voilà, les Jenny Kobena, on ne va pas refaire l'histoire, mais il faut laisser la démocratie s'exprimer au sein du parti. M. Billon exprime sa volonté d'être candidat. M. Thiam exprime sa volonté d'être candidat. Seule une convention en face des militants et sympathisants du PDCI, les militants ajoutent bien évidemment de leurs obligations vis-à-vis du parti, pourront naturellement choisir qui des deux candidats au sein du parti pourra naturellement... Qui nous dit qu'il n'y aura pas peut-être un troisième candidat qui sortira? Il a dit il y a donc trois qui seraient... Voilà, donc, depuis 2021, vous l'avez souligné, M. Billon affirme cette volonté de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, il n'a de cesse de multiplier des sorties attestant de cette volonté. D'ailleurs, en allant cette semaine au devant de ses parents à Dabakala, où il a fait, j'allais dire, toute sa classe politique. Il a été président du conseil régional, député, et j'en passe. Il est encore d'ailleurs député de cette circonscription. Mais il est allé présenter à ses parents cette volonté manifeste de briguer la magistrature suprême et solliciter, en n'en point douter, leur caution, leur bénédiction. C'est ça le signe. Et donc, j'imagine clairement qu'au sortir de là, d'ailleurs, ses propos illustrent éloquemment cette volonté quand il dit « J'ai toujours répondu présent au grand rendez-vous de notre nation en y apportant ma contribution sans faillir. Il a même été plus loin en invitant les Ivoiriens à le rejoindre pour bâtir ensemble un projet ambitieux et fédérateur pour le pays. N'oublions pas que M. Jean-Louis Billon, c'est le deuxième employeur au niveau national après l'État. Très bien. Alors, Daouda, au vu de ce qui se passe, est-ce que vous pensez que si, je reviens sur le point qu'on a évoqué avec Élysée, si le PDCI ne l'adoube pas en définitive et adoube un autre candidat, pourrait-il aller en indépendant? Moi, je ne me fais aucune illusion. Je pense bien que si le PDCI ne l'adoube pas, il ira en candidat indépendant. Parce que n'oublions pas, quand il dit le parti devient de plus en plus un club de soutien au lieu d'être une véritable formation politique. N'oublions pas que dans les années 95 jusqu'en 99, justement, c'est les clubs de soutien qui ont été à la base de la perte d'Henri Konan Bédié. C'est-à-dire? Vous vous rappelez du cercle national Bédié? Bédié en Bicor, Bédié en Bifait. Parce qu'arrivé à un certain moment, il y avait tellement de cercles, de clubs de soutien autour de Bédié, ça a fait que malheureusement, il est décédé, mais l'histoire
Il faut pouvoir dire l'histoire clairement. Selon vous, ces clubs de soutien ont eu donc un impact sur la défaite, c'est ce que vous dites? Je dis, ces clubs de soutien ont tendance à nous mettre des œillères et à nous empêcher de voir, d'entendre un autre son de cloche. Pourquoi? Parce que ces clubs de soutien étant autour de Henri Konan Bédié dans les années 95 jusqu'en 99, finalement, même quand les militaires venus de Centrafrique étaient en train de grogner, finalement, il est parti dans son village. Les gens ont estimé que c'était un épiphénomène. Et finalement, l'épiphénomène est devenu, à la suite, comment on appelle ça, un coup d'État. En comparaison, justement, lorsqu'il dit En comparaison, aujourd'hui, quand on regarde, parce qu'aujourd'hui, il s'est dit que... À quoi fait-il allusion concrètement? Mais il fait allusion au fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la communication autour de Tidiane Thiam, tout est, en fait, il y a comme une communication à part, celle de Tidiane Thiam précisément, mais à côté, il n'y a pas celle du PDCI. Or, le PDCI, c'est une association de nous tous. Nous tous, on n'est pas forcément... C'est ce qu'il dit. On n'est pas tous... On est centré sur la personne, on est centré sur la personne de Thiam. Pourtant, Thiam n'est pas le parti. Le parti existe avant Thiam. Et avant Thiam, il existait. Avec Thiam, il va exister. Et après Thiam, il va exister. Donc, voici en fait la dynamique dans laquelle il se place. Maintenant, la chose que moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on entend certains militants du PDCI dire qu'à Yamoussoukro, lors du congrès électif de Tidiane Thiam, le congrès a donné son quitus à Thiam pour aller gagner la présidentielle pour elle, tout et tout. Moi, j'estime qu'il faut couper court à ce débat-là. Si vous estimez que c'est Thiam qui est votre candidat, faites un bureau politique, organisez la convention, allez-y battre Thiam à la convention, allez-y battre Jean-Louis Billon à la convention, et puis une bonne fois pour toutes, ce débat n'a plus cours. Mais si vous ne le faites pas, et que vous partez, malgré cela que c'est Thiam qui est le candidat, mais il faut s'attendre forcément à ce qu'à un moment donné, M. Billon dise « Ok, vous partez, moi aussi je pars ». C'est aussi ça la démocratie. Herman, je reviens avec vous. Si Billon part, lorsqu'on a déjà vu un peu le point de la léthargie, vous avez démontré que selon vous, le parti n'est pas en léthargie, puisqu'on a le président Thiam était récemment dans la région des montagnes pour aller regarder un peu dans les centres d'enrôlement. Mais est-ce qu'on n'arrive pas justement à avoir une opposition en Côte d'Ivoire avec des partis politiques qui n'arrivent pas à maintenir leur stabilité en interne? Parce qu'il y a toujours au FPI, on a un challenge, on est en justice. Aujourd'hui, au PDCI, on risque d'avoir 200 de cloche et peut-être, pourquoi pas, une candidature indépendante si il n'est pas adoubé. Quel est votre regard justement là-dessus? On n'en est pas encore là, à la candidature. Je veux dire, indépendante de Jean-Luc Billon. Est-ce qu'il acceptera justement de ne pas candidater s'il n'est pas choisi par le parti? Vraiment, ça, c'est son choix. Moi, je pense que son parti politique appréciera. Et je ne crois pas aujourd'hui, en l'état actuel des choses, de la configuration sociologique, même configuration politique en Côte d'Ivoire, qu'un individu qui n'est pas adossé à un parti politique fort, notamment les différents, l'un des trois blocs, ne puisse gagner, voilà, ça, vraiment, c'est un peu ça. Mais ce que moi, je voulais ajouter, lorsqu'on parle de clubs de soutien, il faut nuancer les choses. Les clubs de soutien, SEC national Bédié, Ambico et autres, ce sont des SEC nationaux qui étaient des comités de soutien, des clubs qui étaient des clubs formels, qui se sont organisés en association, qui soutenaient un individu. Aujourd'hui, l'appareil politique du PDCRDA n'est pas constitué en club de soutien. C'est un appareil qu'on l'a vu toujours géré par ses présidents. Bédié ne faisait pas autre chose que l'image qu'on perçoit de Thiam. Pourquoi fait-il référence justement au club de soutien? Est-ce que c'est pas... Non, quand je dis club de soutien, un club de soutien, c'est du tout l'individu. Aujourd'hui, est-ce qu'au PDCI, RDA, au temps d'Oufoué, on peut parler comme ça du PDC, se lever pour parler comme ça du PDC-RDA sans se référer à Oufoué? Donc, si on le fait, est-ce que c'est parce qu'on a un club de soutien à Oufoué? C'est parce que dans ce parti, ils ont choisi le dialogue et certains socles sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir montrer une certaine stabilité, une solidité de leur parti. Cela crée leur stabilité. Donc, percevoir leur système qui les rend aussi homogènes, percevoir ça comme un club de soutien, je pense que c'est une erreur de lecture qu'on fait. Ouais, pour terminer rapidement, Jean-Luc Billon aujourd'hui, comme je vous ai dit, on n'est pas encore au niveau où il semble se déclarer candidat indépendant. Aujourd'hui, il appelle justement à ce que les organes qui sont chargés
de préparer, toute velléité de candidature à se présenter, se mettre en place. Il dénonce le fait que depuis que le président Thiam soit là, il n'y a pas de bureau politique. Moi, je pense qu'il appartient aux responsables du PDCRDA de faire en sorte que les organes qui sont importants, notamment le bureau politique, notamment la convention, puissent se mettre en place pour que ce débat-là soit, comme Daouda l'a dit, soit un débat ouvert et que si, en ce moment-là, vous avez gagné un Bion, on verra sa démarche. Si Bion gagne, on verra aussi la démarche du PDCRDA. Mais jusque-là, on n'en est pas encore. On a terminé sur le sujet. Merci beaucoup pour la précision. Le sujet reviendra de toute façon. Il y aura toujours une actualité PDCI en Côte d'Ivoire. Messieurs, regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que vous le prenez comme une très bonne nouvelle qui amènera donc la sérénité dans ce département? La ministre Marietou Koné et les enseignants autour d'une même table. Alors, les fêtières syndicales du secteur de l'éducation était donc en session le 24 octobre 2024 à Bassam pour un atelier portant sur la mise en œuvre des recommandations issues des discussions sectorielles. L'événement donc ouvert par la ministre Marietou en présence des représentants de 11 fêtières syndicales, des associations de parents d'élèves ainsi que le secrétariat permanent du comité consultatif de l'éducation nationale. Et Élisée Boloube, devrait-on déjà célébrer la paix retrouvée? Moi, je voudrais déjà saluer en tout cas cette initiative. Je crois que c'est ce qu'on demande. Moi, j'estime que c'est une attitude qu'il faut saluer de la part de la ministre, une attitude d'humilité que j'apprécie énormément. Et je crois que c'est ce leadership-là qu'on demande à nos dirigeants. Voilà, on ne dirige pas, je vais dire, des animaux, on dirige des hommes. Pourquoi cette précision, Élisée? Non, je le dis pour dire quoi? Pour dire que quand vous dirigez des animaux, vous avez un bâton et puis vous avez 100 moutons ou 100 bœufs devant vous, vous pouvez le diriger avec le bâton. Mais quand vous dirigez des hommes, pour 100 hommes, vous avez 100 bâtons. Parce que chacun a son attitude, chacun a ses prérogatives, chacun a sa manière de se sentir. Donc, il faut en tenir compte quand on est leader. Voilà, on ne gère pas juste pour gérer. C'est toutes ces sensibilités-là qu'il faut prendre en compte. Il lui a été reproché le fait que les recommandations issues des discussions n'aient pas été mises en œuvre ou bien n'aient pas été prises en compte et que cela n'est pas vu au niveau du comité consultatif national. Donc, elle se dit, OK, elle prend du recul, elle rentre en elle-même, elle se rend compte de la pertinence des éléments évoqués par les fêtières, elle décide donc de les rassembler ensemble pour qu'on réfléchisse vraiment comment on rend notre école dynamique. Et ça, c'est l'une des recommandations même des EGENA. Les EGENA ont demandé qu'il y ait des consultations régulières. Voilà, des consultations régulières pour ensemble harmoniser le système éducatif, voir vraiment comment l'orienter. Donc, j'estime qu'une telle attitude de la part de la ministre, c'est une très bonne chose. Et je voudrais en tout cas, pour ma part, croire en la bonne foi des uns et des autres pour que les discussions soient des discussions franches qui aboutiront vraiment à des résolutions qui seront portées au niveau du comité consultatif afin que ce soit pris en compte et qu'on ne parle plus de ces grèves, de ces interruptions de coûts et autres, tout ça. Et il faut dire qu'on a eu quand même la présence du secrétariat permanent du conseil consultatif au cours de ces sessions. Herman, votre regard justement sur cette rencontre? C'est très bien, c'est ce qu'on dit. Moi, je pense que dès lors que les pouvoirs publics, les gouvernants ont en face d'eux les vrais interlocuteurs, je pense que le débat, la discussion peut passer. C'est lorsque on cherche des palliatifs en termes d'interlocuteurs que souvent, et qu'on n'a pas les bons interlocuteurs, souvent les choses se grippent. Et aujourd'hui, ils ont suspendu, donc on voit leur bonne foi. Maintenant, en même temps, au même moment, c'est que la fonction publique, par une note que j'ai lu quelque part, a suspendu, enfin, pour ce mois, les salaires des responsables syndicaux qui ont appelé à cette grève. Moi, je pense qu'ici, on avait déjà averti, même le responsable, Zadi Nyanya, qui est responsable d'une fêtière, a même souhaité plaider pour que ces sanctions n'arrivent pas. On espère que ça va rester, ça sera vite rattrapé pour ne pas que eux aussi, parce que leurs responsables syndicaux sont privés de salaire qui puissent monter. Moi, je pense qu'il faut toujours privilégier les voies de discussion. Et si on en est là, c'est très bien. Très bien. Daouda? Bon, mieux vaut toujours tard que jamais. Je pense que finalement, les enseignants et la ministre
et le comité consultatif se sont vus. Quand on regarde les photos, on voit qu'ils sont très heureux sur la photo. Et je pense même que M. Bliblé Charlemagne, qui est le qu'on appelle ça, le tel responsable de ça, Bliblé David. David. Il a estimé qu'il a fort apprécié la présence de la ministre parce que selon lui, c'est un signal fort et ça prouve que véritablement les gens ont envie de discuter. Moi, je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut avoir tout, mais tout doit se faire dans la négociation, dans la discussion. On n'a pas besoin d'aller battre le pavé pour avoir des résultats. C'est vrai que ça, c'est au niveau sectoriel, parce que quand on regarde la question de la prime pour laquelle ils étaient en front line, la question de la prime est une question qui est transversale, qui touche tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les seuls enseignants. Donc, au niveau du secteur éducation-formation, ils vont régler leurs problèmes. Mais je pense qu'à un autre niveau, l'État va forcément chercher à régler le problème de la prime de tout le monde parce qu'on ne peut pas régler le problème de prime des enseignants ex nihilo, en fait. C'est clair. Voilà. Sans penser aux autres. Sans penser aux autres, voilà. Lorsqu'on parlait justement de la grève, vous disiez que même quand on fait la grève, on finit toujours par s'asseoir à la table de discussion. C'est chose faite. Votre réaction? C'est l'expérience que nous avons justement de la gestion des grèves au niveau national. C'est inacceptable que des organisations syndicales qui tiennent la mamelle du fonctionnement d'un corps de métier adressent des courriers, adressent des correspondances, demandent très souvent à rencontrer les responsables des départements ministériels ou même au plus haut niveau. Mais leurs courriers restent dans des tiroirs. On les ignore totalement. Alors, quand on n'a plus, à un moment donné, et au travers des assemblées générales que nous tenons, lorsque les assemblées générales donnent les résolutions, fixent les objectifs, mais les responsables n'ont d'autre choix que de les mettre en œuvre, au risque eux-mêmes de se voir être sautés par les membres et les sympathisants de leur organisation. Dans le cas justement de la fonction du corps du système éducatif, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour ouvrir justement ce dialogue franc que réclame Madame la ministre. Elle-même qui d'ailleurs, dès sa prise de fonction, a initié justement le dialogue en allant rencontrer tous ceux qui l'ont précédé à la tête de ce département ministériel. Il faut donner la parole aux syndicats et à leurs responsables. Il faut les écouter, il faut prendre en compte leurs revendications parce qu'au final, un fonctionnaire en Côte d'Ivoire nourrit une dizaine de consommateurs à travers son pouvoir d'achat. Il faut que nos gouvernants comprennent que lorsqu'on demande la table de discussion, on vient simplement pour poser nos problèmes et voir en face des responsables qui y trouveront des solutions. Très bien. Alors justement, je pense qu'eux, ils ont trouvé des solutions. Et là, on parle sport maintenant. Alors la Direction générale de l'Office national des sports, à travers un communiqué donc, du vendredi 18 octobre 2024, a défini maintenant les conditions d'utilisation et d'exploitation des infrastructures sportives de l'État. À l'issue de cette rencontre, il a été arrêté de commun accord de faire payer les infrastructures sportives à tous les usagers selon une grille tarifaire consignée. Les séances d'entraînement inscrites dans la liste de la grille tarifaire par le Conseil de gestion est de 100 000 francs CFA par séance de 2 heures avec à la clé un contrat d'utilisation. Élisée Boloube, alors, entre autres, alors, votre réaction justement sur cette décision de faire payer l'utilisation des infrastructures sportives maintenant en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que c'est une décision qui est logique et qui est pour moi légale, qui est légitime. En fait, ce dont il s'agit ici, c'est que déjà, il faut le rappeler, les tarifs que vous avez évoqués, ça concerne le championnat de Ligue 1. Voilà, les clubs en championnat de Ligue 1 qui souhaitent utiliser les infrastructures auront à payer parce que par le passé, c'était totalement gratuit pour eux. La FIF ne payait absolument rien. Et qui s'occupait? Comment est-ce que justement on trouvait les fonds pour l'entretien? Voilà, parce que vous vous rappelez qu'on vient de sortir d'une CAN. Oui. On a eu de nouvelles infrastructures. Et par le passé, on n'avait pas d'infrastructures, justement parce qu'il n'y a pas eu cette politique-là d'entretien. Aujourd'hui, les stades dont on dispose exigent pour leur entretien des efforts matériels et financiers. La pelouse doit être entretenue, les gradins doivent être entretenus, l'utilisation, tous les vestiaires, tout doit être entretenu. Et ça, il y a une base minimum financière pour leur entretien. Il faut bien évidemment que ceux qui sont les utilisateurs contribuent. C'est normal, c'est le fonctionnement normal d'un système qui se veut rentable.
Donc, moi, j'estime pour ma part que cette décision prise d'un commun accord par l'ONS, l'Office national du sport, donc il y a la gestion de toutes nos infrastructures, et la FIF, la Fédération ivoirienne de football, la direction exécutive. Voilà, la direction exécutive est une décision qui, pour moi, est une décision salutaire. Très bien. Herman, et vous? Bon, d'abord, c'est une très bonne décision, parce qu'il faut forcément entretenir cela. Moi, je veux vraiment regarder les stades d'entraînement, les terrains d'entraînement. Ouais. Vous savez bien qu'à l'occasion de la CAN, les terrains d'entraînement sont souvent logés dans les établissements scolaires. Ouais. Et dans ces établissements scolaires, moi, je trouve incongru qu'on puisse réglementer de sorte que des privés, des particuliers puissent venir utiliser ces terrains d'entraînement, des clubs puissent utiliser ces terrains d'entraînement pour leur entraînement, et que les élèves qui ont cédé l'établissement qui a cédé ces infrastructures, enfin le terrain, Oui. aient des problèmes pour pouvoir faire ces épreuves physiques et sportives. Oui, oui. J'étais la semaine dernière, lorsque je faisais mes tours pour aller voir les centres d'enrôlement, j'étais au lycée moderne de Cocody. Mais tenez-vous bien, le terrain qui était avant le terrain de sport ou que les élèves utilisaient pour faire l'EPS, la discipline EPS, physique et sportive, ouais. Ce terrain-là, il est là, puisque c'est un terrain d'entraînement, maintenant qui a été homologué pour la CAF, les équipes ont joué là, mais les élèves n'ont pas droit à cela. Donc ils sont obligés de se coincer. Comment ils font justement? Mais ils se coincent dans un endroit de leur établissement qui est vraiment très exigu pour pouvoir faire le sport. Il faut qu'on puisse permettre à ceux qui ont permis à ces établissements, qui ont permis à ce qu'on puisse abriter, qui ont permis d'abriter ces terrains-là, qu'on puisse loger et puis leur donner peut-être des directions dans l'utilisation de ces terrains-là. Mais on ne peut pas leur interdire à eux, puisque c'est leur terrain d'abord. Parce que c'est au sein d'un établissement scolaire. Je pense qu'il faut quand même regarder avec la direction du collège moderne de Cocody pour avoir un peu c'est pas seulement là, parce qu'on sait qu'il y a le lycée classique, il y a le lycée technique, il y a plusieurs établissements à travers le pays qui ont accueilli ces terrains d'entraînement. Très bien. Je pense qu'il faut peut-être donc avoir le mot des différentes directions d'école pour en savoir plus justement comment ça se passe. Est-ce que les élèves auront droit au terrain, même s'ils sont équipés de façon professionnelle? Comment ça se passe avec la gestion, en tout cas, des cours DPS? Daouda, bonne décision de la direction exécutive de la FIF et la direction générale de l'ONS? Je pense que je vais pas dire autre chose que ce que mes prédécesseurs ont dit, mais je pense que nous sommes là de plein pied dans ce que la CAF et le COCAN, ils ont appelé en anglais, j'espère que je prononce bien, legacy. The legacy. Voilà. L'héritage. Nous sommes dans l'héritage de la plus belle CAN jamais organisée encore en Afrique. Parce que pour la plupart de ces pelouses, la plupart sont des pelouses naturelles. C'est cela. Donc, il faut l'entretenir, il faut laisser du temps pour que le gazon puisse repousser, tout ça. Donc, on ne peut pas, pour pouvoir le faire, c'est de l'argent. Quand on se rappelle que pendant des années en Côte d'Ivoire, ici, pour jouer sur un stade de ce type-là, c'était vraiment chercher, comme si on devait chercher des cheveux sur la tête d'un chauve. Aujourd'hui, on a ça. Il est important qu'on puisse l'entretenir. Et puis, c'est des choses qui, avant, n'existaient pas. Aujourd'hui, si ça existe, c'est bon. Maintenant, le prix, 100 000. Comment est-ce que vous le jugez, justement, ce prix-là? Moi, je le trouve relativement bien. Par séance de 2 heures. Par séance de 2 heures, oui. Je pense que c'est bien. Et j'espère, parce que n'oublions pas que pour que ce prix-là puisse être donné, ils ont discuté sur l'ONS et la FIF, ainsi que d'autres organisations autour du sport ont eu à discuter de tout ça et ils ont pu trouver le juste milieu. N'oublions pas que la FIF a reçu, je ne sais pas combien de milliards, parce que la CAN ayant fait beaucoup de bénéfices, 8 milliards de francs CFA. De la CAF parce qu'on a fait des bénéfices. Il est important aussi de le repartager avec d'autres personnes. Maintenant, le point que Herman évoque, je pense que c'est un point qui s'entend personnellement. Moi, je le dis en toute honnêteté, parce que ça même, je ne savais pas que les élèves n'avaient pas droit à cela. Non, justement, je me suis dit... Mais je pense que on va essayer d'échanger. On va échanger quand même avec les directions des écoles pour voir un peu le point. Voilà, c'est un point qui s'entend. Mais en tout cas, je suis bravo au ministère des Sports qui, aujourd'hui, fait en sorte que nos stades-là soient mieux gérés. Parce que quand tu vois des équipes comme le Bénin qui refusent de jouer maintenant leur match ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, parce que c'est le seul stade, ils ont commencé tous leurs matchs et n'ont perdu aucun match. C'est que le stade de Côte d'Ivoire est béni. Les Burkinabés, ils sont venus, ils ont envahi le stade.
mais on va essayer de les conseiller de sorte à ce qu'ils voilà, les discipliner un peu. C'était pas utile, Daouda. Non, mais si, parce que c'est l'héritage. C'est Oui, l'héritage de maintenant la la Côte d'Ivoire. décision a été prise. Je pense qu'ils sont. Voilà, et je pense que les États se sont parlé. Voilà, je pense que l'ONS doit pouvoir faire en sorte que désormais, quand les gens viennent jouer, il faut maximiser la sécurité. Parce que ce stade-là, il faut qu'on organise la CAN après le Maroc encore. Merci beaucoup, Voilà. Daouda. Marius Komoé, alors, il nous revient qu'auparavant, lorsqu'il y avait donc l'occupation de ces terrains-là, certains indélicats partaient avec des choses, soit de la robinetterie, des lampes, des lumières, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, mais aujourd'hui, la décision est prise de pouvoir, les actes de vandalisme. Aujourd'hui, avec ce point-là, le point de Daouda est très important. Oui. On aura donc une legacy. On pourra créer autant d'événements sportifs qu'on veut et l'Afrique viendra chez nous. Mais au-delà même de cet aspect que vous évoquez, l'organisation, donc la mise en place de telles mesures qui obligent désormais les clubs ou les équipes internationales qui veulent justement utiliser nos stades à payer justement pour leurs séances d'entraînement. Mais au-delà même de ça, il y a aussi les équipes locales, les clubs locaux. Les équipes locales, les clubs locaux qui doivent justement aussi se conformer assurément à ces nouvelles dispositions. D'ailleurs, ça nous interpelle, étant entendu que dans cette campagne de la FIFA que nous avions tous assisté, eh bien, l'un des programmes, pour ne pas dire l'un des projets phares de Didier Drogba était de permettre justement à nos clubs d'avoir, par exemple, des stades modulables. Et donc, c'est des stades qu'on pouvait construire et qu'on pouvait démonter, agrandir ou réduire. Ça, c'était le projet du candidat. Du candidat Didier Drogba. Et donc, aujourd'hui, avec cette initiative de la FIFA, ça va amener les uns et les autres à réfléchir, surtout à nos clubs locaux, parce que beaucoup de clubs locaux qui vivent justement, qui jouent en première ligue, qui sont en Ligue 1, n'ont même pas de stade. Comment on peut être en Ligue 1, bénéficier de 100 millions, c'est 100 millions ou 150 millions de subventions annuelles et puis ne même pas disposer d'un club. Et donc, c'est des choses qui vont maintenant les amener certainement à réfléchir sur la nécessité d'avoir leur propre stade que d'aller payer 100 000 francs par séance d'entraînement. En même temps, ce n'est pas mauvais aussi. Ça va permettre de faire entrer de l'argent dans les caisses. Non, mais bien entendu, quand vous regardez justement des pays... Le temps qu'ils aient leur stade. Si vous voyez les pays comme le Ghana, le Gabon, le Cameroun, qui n'ont pas pu, après avoir organisé la CAN, entretenir les stades, eh bien la Côte d'Ivoire veut se garder de suivre justement un tel exemple. Très bien, oui. Parlons du Cameroun. Il y a donc 3 stades qui n'auraient pas donc une bonne pelouse. Et le Ghana pourrait également venir jouer en Côte d'Ivoire. Le Gabon, le Gabon a des problèmes. C'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Messieurs, on passe à autre chose, toujours dans le sport. Regardons le Ballon d'Or Herman, justement, vous avez la parole. Notre cher ami Adingra, nominé, qu'est-ce que vous en pensez avec d'autres qu'on a? Est-ce qu'il a ses chances déjà, Adingra? Moi, je pense qu'à son poste, on a vu son efficacité lors de la CAN. Parmi eux, c'est lui qui est le champion d'Afrique actuellement. Donc, bon, il n'y a pas de raison. Il brillait bien, il brille bien à Brighton, dans son club, en Angleterre, jusqu'à ce qu'il y ait dernièrement eu sa blessure, mais il est revenu. Je pense qu'il a toutes ses chances et puis il est jeune, il a du potentiel, tout le monde le sait. Moi, je pense que le Ballon d'Or ne doit pas seulement regarder peut-être les performances, mais ça peut nous permettre de voir aussi les perspectives d'avenir du joueur, du candidat. Déjà, il est nominé, il sait que tous les Ivoiriens sont derrière lui. Alors, Élisée, lorsqu'on regarde cette liste-là, la Côte d'Ivoire a un seul candidat. Ouais. Le Maroc 2, le Nigeria 2, le Burkina, un candidat, la Guinée et puis la Guinée 1. C'est le Guirassy, et puis la RDC, Chancel Mbemba. Voilà. La Côte d'Ivoire a un seul. Est-ce qu'un autre joueur ne pouvait pas figurer sur ce... La Côte d'Ivoire. Surtout qu'on a fait une bonne carte. On pourrait avoir un autre joueur, why not? Pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, si vous demandez aux Ivoiriens, je pense qu'ils vous donneraient les 11 potentiels candidats au Ballon d'Or, tous des Ivoiriens. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut être objectif. Quand je regarde ces candidats-là, honnêtement, celui qui, pour moi, mérite le Ballon d'Or, c'est Ademola Lookman, le jeune Nigérian. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'Adingra? Ademola Lookman est le vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Il a marqué 3 buts seul. Ils ont gagné 3-0, il a marqué 3 buts seul. Il a été l'un des meilleurs joueurs nigériens durant même toute la compétition. C'était, je lui ai dit, le poison. Il était meilleur passeur au Nigeria. C'est vrai qu'il n'a pas été... je pense même qu'il il avait marqué un peu plus de buts même que, comment il s'appelle, l'attaquant vedette même.
du Nigeria, oui, Ademola Lookman. C'est un génie, ce joueur de Atalanta Bergamo en Italie. Pour moi, franchement, aujourd'hui, de tous ceux qui sont là, en termes de régularité, en termes de performance, aussi bien au niveau de la CAN que dans son club, il est le meilleur. Et ça ne m'étonnerait pas, franchement, qu'il remporte le ballon d'or. Aujourd'hui, il a la faveur des pronostics. Hein. Et quand vous suivez actuellement la Champions League, vous voyez ses performances. Franchement, c'est un joueur, pour moi, c'est une pépite, quoi. Je suis ivoirien, certes, mais je pense que la logique voudrait que ce soit lui, Ademola Lookman. Daouda? Je pense que la fibre patriotique va prendre le dessus. Non, mais parce que, non, au-delà de ce que tu dis, Ademola Lookman, pour ceux qui ont regardé la finale de la CAN, mais Adingra, j'ai envie de laisser-moi cette trivialité, mais Adingra l'a bouffé littéralement. Durant tout le match. Non, c'est pas de lui que tu parles. Celui dont tu parles, c'est pas lui, en fait. Bon, d'accord. Il parle de qui, lui, alors? il parle du numéro 3. C'est pas le numéro 3. Non, le latéral qui jouait. Le latéral numéro 3, c'est lui. Parce que je vous assure que le monsieur n'a pas pu monter d'un seul cran. Olaïna. Voilà, Olaïna. Merci. Maintenant, l'autre chose pendant la CAN que vous avez oublié, Adingra a été choisi meilleur jeune de toute la CAN. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi. Et quand il est dans son club, il est très bon. Sincèrement, moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, Guirassy, quoi que ce soit, Adingra, prochain ballon d'or. Merci. Marius, on termine avec vous, on a une minute. En tout cas, je pense que tout va se jouer... Les chances d'Adingra. Oui, tout va se jouer entre Adingra, Chancel Mbemba, Lookman, mais aussi Achraf Hakimi. Qui, c'est vrai, on ne le dira pas, mais il apporte beaucoup à la sélection marocaine, mais également au Paris Saint-Germain. Je parle de Achraf Hakimi, mais au niveau de Chancel Mbemba, c'est l'un des meilleurs attaquants aujourd'hui de la planète. Non, défenseur. Pardon, l'un des meilleurs défenseurs. L'un des meilleurs défenseurs de notre continent. Tapsoba aussi n'est pas mal. Hein? Non, mais Tapsoba face à Lookman et à Adingra, ça va être compliqué. Très bien. Bah écoutez, est-ce qu'on sera chauvinisme? Je ne sais pas. Chauvin du moins, je ne sais pas. Mais on souhaite toutes nos chances à Adingra. Anyway, que le meilleur gagne. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. C'est le Grand Talk et la dernière de la semaine. Nous avons juste une petite info et un gros remerciement à donner à l'ONG Cœur de Maman qui vient au secours des enfants atteints de paralysie cérébrale. C'était donc le samedi 5 octobre dernier. Bon, il y a eu donc la journée internationale de la paralysie cérébrale. Et à cette occasion, l'ONG Cœur de Maman a organisé une conférence sur la thématique « Comment assurer un accompagnement médical et social adapté aux besoins d'un enfant atteint de paralysie cérébrale et ses parents en Afrique ». Ça a été donc animé par plusieurs intervenants, dont le docteur Kofigi Romaric, médecin rééducateur. Et cet événement était, vous l'imaginez, riche en échanges, témoignages et remises de dons tels que des tableaux d'honneur. L'ONG a été créée donc le 13 mai 2022 par le couple Baou, également parents d'enfants donc, qui souffrent de cette pathologie et à comprendre par là atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Et c'est le couple donc, qui a initié donc, cette ONG. On remercie l'époux qui est resté aux côtés de son épouse dans ces moments difficiles. Et donc, ils ont créé cette ONG qui apporte réconfort à ces enfants atteints justement de paralysie cérébrale. Il faut dire que dans le monde, on a 17 millions de personnes touchées par cette maladie dans le monde. Félicitations au couple Baou et on va dire longue vie à l'ONG Cœur de Maman au secours des enfants atteints de paralysie cérébrale. Merci en tout cas de nous suivre. Nous allons donc revenir sur ce plateau pour écouter deux grandes dames du monde de l'entrepreneuriat. Elles nous parlent justement de Madame Entrepreneur, 3e édition Côte d'Ivoire. Pour en parler, Madame Gina Balou, entrepreneur, et puis Madame Estelle Kahn, parfumeuse en France. Merci, mesdames, d'être là. Présentez-nous succinctement le projet. De quoi s'agit-il? Qui prend la parole? C'est moi. Allez-y, je vous en prie. Donc, je suis Gina Balou, comme vous l'avez dit. Je suis la promotrice de Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire et nous sommes à notre 3e édition. Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire, c'est un programme qui concerne les femmes entrepreneurs. Nous les sélectionnons dans différentes catégories entrepreneuriales et nous leur donnons des récompenses, nous leur donnons accès au financement pour booster leur entreprise. Après un vote du public, après un passage devant le membre du jury. Très bien. Et justement, nous avons à côté de vous une parfumeuse en France. Oui. Pourquoi participez-vous à ce projet?
Alors, moi, je participe aujourd'hui parce que je suis accompagnée par Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire, mais qui a sélectionné aussi les femmes entrepreneurs de la diaspora. Voilà, donc je suis accompagnée par Madame Entrepreneur depuis 2021. Et donc, pour moi, c'est une fierté d'être partout avec Madame Entrepreneur. Très bien. Nous avons quelques minutes à passer avec elle. Élisée, question? Nous sommes à une 3e édition de Madame Entrepreneur. Est-ce possible de revenir un peu sur les 2 précédentes éditions et voir aujourd'hui ce que ça produit en termes de résultats? Oui. Merci pour la question. Madame Entrepreneur, nous avons réussi depuis ce temps, depuis les 3 éditions, à donner accès au financement à 12 femmes, c'est-à-dire les 2 éditions confondues, 12 femmes. Un financement qui va de 0 à 20 millions selon les besoins de leur entreprise. Et qui finance? Et avec nous travaillons avec des institutions financières. Très bien. Voilà. Nous faisons des partenariats et nous allégeons les conditions, on peut dire les conditions d'accès au financement. C'est-à-dire que nous agissons sur le pourcentage, sur le temps de remboursement du prêt, nous réduisons les taux et tout ça. Merci beaucoup. On va donc avoir 2 questions d'Herman et Marius si on terminera notre entretien pour recevoir d'autres. La question, c'est à Estelle Kahn, qui est parfumeuse en France. Elle dit même, elle témoigne que depuis 2021, elle est accompagnée par Madame Entrepreneur. Qu'est-ce qu'elle a gagné dans tout ce cheminement avec tout cet accompagnement de Madame Entrepreneur? Alors, moi, j'ai gagné en visibilité et un accompagnement spécial pour que je vienne m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, grâce à Madame Entrepreneur, je commence à m'installer petit à petit depuis 1 an en Côte d'Ivoire. Et grâce encore à Madame Entrepreneur, j'ai ouvert un compte bancaire avec Finel, qui est leur partenaire, et qui m'accompagne dans mon projet de mon installation ici, en Côte d'Ivoire. Et au niveau de retour client, est-ce que vous avez des clients? Rapidement. Le retour client, ça se passe très bien. Très bien. Marius, question? Alors, moi, je vais m'appesantir sur la question du suivi et évaluation. Une chose est de mobiliser des fonds avec des institutions financières, financer des projets pour nos sœurs qui veulent véritablement entreprendre. Comment vous vous arrangez pour faire le suivi et évaluation? Et ensuite, comment vous arrivez naturellement à faire en sorte que l'argent investi ne soit pas perdu? Ne soit pas perdu. Très bien. Merci pour la question. D'abord, comme je disais, l'institution financière qui nous accompagne se charge d'abord d'évaluer les dossiers des candidates pour voir si elles sont finançables. Donc, on peut dire que la première décision de les financer incombe à l'institution financière. Et c'est leur domaine. Donc, ils savent combien chacune peut rembourser. Et après, la même institution financière leur donne un suivi de gestion, une formation et tout. Et après, nous, on suit derrière, on voit le travail qui est fait et on les booste, on leur dit qu'il faut rembourser, on leur explique en fait comment investir et comment amortir sur investissement. On leur donne des idées, on leur permet aussi d'aller même en Europe pour exposer dans des salons et tout ça. Très bien. Donc le suivi en général, il est fait comme ça. On n'est pas derrière elles 24 heures sur 24, non, non, non. Ce sont des grandes dames... elles savent en général se défaire. Très bien. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle les moments importants. C'est le 26 octobre. Oui, le 26 octobre. À partir de 19h, donc demain, au Casino Barrière, Hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire. Oui. Et voilà, donc dîner, gala, remise de prix, prestation d'artistes, défilé de mode et tombola. On vous invite. Merci infiniment, mesdames. Je rappelle que vous êtes Gina Gbalou, promotrice de Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire, dont c'est la 3e édition. Et vous étiez en compagnie de Estelle Kahn, parfumeuse en France. Oui. Merci d'être venue. Merci beaucoup, madame. Et merci de nous avoir reçus. C'est notre plaisir. Merci. C'est notre plaisir. Alors, nous allons maintenant... On vous invite à venir demain. Vous êtes une femme, vous êtes entrepreneur. Messieurs, il y a la place aussi pour les hommes demain. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant recevoir M. Ismaël Koné, co-organisateur de Mon Carnet. Et puis, nous devons en tout cas recevoir Miss Côte d'Ivoire. J'espère qu'elle est arrivée avec son staff. M. Ismaël Koné, co-organisateur de Mon Carnet. Il nous expliquera un peu ce que c'est, Mon Carnet, quel événement, qui l'initie. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, bienvenue. Merci. Présentez-nous un peu votre projet, Mon Carnet. De quoi s'agit-il? Alors, Mon Carnet, déjà, c'est un programme de réseautage qui amène et les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi les patrons, sinon le patronat du monde professionnel, à pouvoir mettre en place un réseau assez fort africain. Parce qu'aujourd'hui, vu la dépravation des mœurs et certains jeunes qui ont du mal à s'orienter, l'idée de Mon Carnet vient et regrouper tout le monde autour de ce réseau-là,
afin de pouvoir accompagner les plus jeunes sur leurs projets d'avenir, leurs projets d'entreprise, de réalisation, mais aussi de mentoring. C'est un peu ça mon carnet. Très bien. Alors, vous attendez combien de jeunes? 120 jeunes. 120 jeunes. Oui. On va prendre juste une question, Élisée, allez-y. Je voudrais savoir comment en fait intégrer ce réseau, vu qu'aujourd'hui le défi en fait de créer ce réseau pour rendre le continent assez fort est un défi qui est réel. Comment est-ce qu'on intègre ce réseau pour quelqu'un qui vous suit actuellement à la télé, qui semble être intéressé par mon carnet? Déjà, le réseau, l'intégrer, c'est assez simple. On vous donne déjà rendez-vous demain à venir assister au panel, parce que c'est ça le réseautage, faire du direct du direct. Okay. Venir auprès des mentors, mais aussi échanger de nos projets, aussi leur dire que, écoutez, voici mon projet, j'aimerais être financé. Et là, c'est un contact assez direct, parce que vous allez venir passer par Ismaël Koné, mais je vais vous dire, je connais 115 personnes. Quelle est la meilleure personne à qui je vais vous indiquer? Par contre, vous, présent à un panel, vous avez déjà l'idée du mentoring, mais aussi l'idée de la personne idéale qui pourra vous aider. Et demain, je pense qu'il y aura pas mal de jeunes qui auront la chance de se voir, non seulement avoir un programme de mentoring, mais aussi qui se feront accompagner par certaines personnes. C'est où et à quelle heure? Ça sera demain au niveau du Palm Club à partir de 9h. Demain, Palm Club, à partir de 9h. Oui. On va essayer de grailler encore quelques secondes à partager entre Erwan et Marius. La question, les jeunes que vous accompagnez, pour lesquels vous avez une action de monitoring, comment est-ce que ça se passe, ce coaching-là, en réalité? Déjà, quand nous recevons des panélistes, regardez la caméra. Leur disons directement, nous recevons des jeunes. Et les jeunes que nous recevons attendent quelque chose de vous. Du coup, non seulement vous venez véhiculer un message, véhiculer votre savoir-être, votre savoir-faire, mais aussi vous venez dans la mesure de pouvoir aider ces derniers-là. Les aider est très important pour nous et pour vous. Nous, tout ce qu'on peut faire derrière, c'est le suivi. Le suivi, c'est-à-dire vous venez nous voir plus tard pour dire on a approché telle personne pour tel projet. Et nous, derrière, on sait comment faire pour pouvoir accompagner ce projet de mentoring-là. Très bien. Marius, pour terminer. La vie associative, la vie sociale sont deux mamelles qui cohabitent régulièrement ensemble. Tout à fait. Dans votre volonté justement d'imprégner justement la vie associative aux populations ivoiriennes et particulièrement à la jeunesse ivoirienne, comment vous vous engagez véritablement dans cette perspective et avec quels moyens? Déjà, merci pour cette question-là parce qu'elle est assez délicate. C'est la première fois que mon carnet organise son événement ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 2e édition. La première a eu lieu à Lomé, à l'hôtel de février. Et c'était un véritable challenge. Nous n'avons pas eu de sponsor d'accompagnement, nous avons fonctionné à fonds propres. Et cela part de l'idée que nous voulons véhiculer. Excusez-moi du terme, mais les débats de salon, il faut les concrétiser. Vous avez raison. Et c'est ce que nous voulons faire en fait. Donc en prenant notre argent, notre fonds propre, on appelle ces jeunes-là à venir participer parce que nous, ce que nous attendons derrière, c'est voir ces jeunes-là matérialiser leur projet, comme je l'ai dit, de mentoring, mais aussi se voir accompagnés dans une meilleure insertion professionnelle. Très bien. Alors c'est une autre jeunesse pour l'Afrique, n'est-ce pas, que vous voulez présenter. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que les jeunes Africains sont dans cette perspective-là, de donner une autre vision à ce continent que nous aimons tant? Oui, oui. Et cela se ressent beaucoup. Parce que lorsque vous faites des événements comme mon carnet, et que vous avez avec vous 120, 150, et pour la première édition, on avait 240 personnes, cela montre effectivement l'engouement que ces jeunes ont à réussir, mais aussi se faire accompagner par des professionnels. On parle souvent d'accompagnement par des professionnels, c'est réel? Et quelles sont les statistiques que vous avez? Est-ce que certains ont été accompagnés en termes de financement, en termes d'installation professionnelle? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot « accompagner » ? C'est mon cri de cœur. Voyez-vous, aujourd'hui, certains jeunes, tout comme moi, vu que je suis jeune aussi, n'ont pas cette manière-là de faire un suivi dans un processus. Lorsqu'ils ont le contact, ils vont directement et sans faire de retour à la personne qui a eu l'occasion de faire la mise en relation. Je dis par exemple les organisateurs de mon carnet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette démarche. Mais si ça ne suit pas, c'est parce que vous-même, à votre niveau, il y a certains principes que vous n'avez pas eu à respecter. Et nous, on ne juge pas les personnes que nous avons invitées, mais on amène nos frères et sœurs à comprendre que lorsque vous êtes invité par quelqu'un, comme des organisateurs de mon carnet à cet événement, qui vous disent vous serez accompagné, vous nous dites très sincèrement,
voici tel type de personne qui pourrait m'accompagner parce que son projet m'intéresse, son profil m'intéresse et nous derrière, on fait la mise en relation et on fait le suivi. C'est ce suivi-là qui pourra nous donner des statistiques. Le suivi est censé être fait par ceux que vous accompagnez. Exactement. Mais en l'état, il n'y a pas de suivi, vous n'avez pas de feedback. On n'a pas de feedback. Et c'est vraiment le cri de cœur. Mais quel dispositif vous mettez pour avoir un feedback? Pour demain, par exemple? Déjà, il y a des Google Forms de base qui sont très basiques, avec lesquels on a les mailings, les contacts. Et à travers ce mailing et contact, on arrive à faire des relances. Sur ces relances-là, on dit clairement tous ceux qui ont eu à avoir des projets de mentoring ou qui ont eu à sélectionner des mentors, de nous faire un retour. Et vu ce retour-là, nous, on organise maintenant ce qu'il y a à faire pour pouvoir lancer le suivi. Très bien. Alors, messieurs, si nous avons une dernière question, Élisée. OK. Moi, je voulais juste demander un thème. C'est vrai, tout à l'heure, il a parlé d'accompagnement. Mais je veux savoir, est-ce que Mon Carnet a un projet de fédérer cette vision-là pour, je dis, avoir un appui para-institutionnel. Je m'exprime par exemple l'Union africaine ou bien CEDEAO, vraiment qui puisse porter ce projet parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est quand même 77%, 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc c'est un véritable vivier aujourd'hui. Comment on crée ce réseau afin que d'abord les jeunes entre eux se maîtrisent bien, mais aussi qu'il y ait ce mentorat-là qui puisse accompagner les jeunes pour qu'on porte le continent. Parce qu'en réalité, quand on a 70% de la population qui a moins de 35 ans, ça veut dire que l'avenir nous appartient. C'est clair. C'est clair. C'est la réponse à votre question que madame vient de donner tout à l'heure. Voyez-vous, pour être accompagné comme des structures comme l'UIA et la CEDEAO, il faut avoir des données chiffrées. OK. Parce que le financement, c'est chiffré. C'est sur des statistiques, des datas. Et nous, si on vient, on leur dit effectivement, on a eu des événements avec 240 personnes, avec 150 personnes. Oui, mais derrière le suivi, ça donnait combien de personnes? Et voilà pourquoi j'ai dit que c'était un cri de cœur. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Nos amis aussi doivent nous accompagner dans ce processus-là. Lorsque nous, on fait le premier pas, vous faites le deuxième pas, vous revenez vers nous pour le troisième pas, et nous, on organise les choses de façon concrète pour avoir plus de financement, et comme vous l'avez dit, pour peser dans l'Afrique. Pourquoi peser? On a fait Lomé, et cette année, nous sommes à Abidjan, et l'année prochaine, on sera chez les Wolof, Inch'Allah, au niveau de Dakar. Très bien. Ben, écoutez, c'est bien. Et une prochaine fois, peut-être du côté du Tchad, N'Djamena, Alger, enfin bref. On a un continent extraordinaire, un potentiel extraordinaire. Et en tout cas, on espère que l'Afrique sera au rendez-vous, au grand rendez-vous avec cette jeunesse forte et dynamique. Bravo. Ça sera donc demain, c'est cela? C'est ça. Palm Club. Conférence, oui, allons-y, au Palm Club. Allez-y. Les détails? Bah, déjà, respectez l'heure. Je vous demande pardon. Respectez l'heure, parce que ce sont des personnes que nous déplaçons. Donc, on aura plus ou moins 3 panels. Là, c'est 2, mais on aura 3 panels de 8h jusqu'à 16h. Et on aura un cocktail, mais le cocktail est payant. Le cocktail est de 50 000 francs. On aura des possibilités aussi de réduction pour ceux qui vont arriver très tôt. Au lieu de 50 000, on va passer à 25 000. Et ça sera pour les 20 premières personnes inscrites. OK. Donc, c'est donc demain au Palm Club? Exactement. À partir de 8h? Exactement. Entrée libre sur, évidemment, réservation. Pour les panels. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes monsieur Ismaël Koné, oui. co-organisateur de Mon Carnet. Exactement. Merci, bon week-end. C'est moi, à vous aussi. On a pris beaucoup de plaisir tout au long de cette semaine à vous présenter cette émission, en compagnie évidemment de mes amis. Herman Daouda nous a quittés. Herman, merci beaucoup. Marius, merci. Élisée Bouloubou, merci. Excellent week-end chez vous, portez-vous bien, que Dieu nous garde. Et les programmes continuent sur Live TV. Merci aux équipes rédactionnelles, aux réalisateurs, aidez-moi, je vous en prie, à Maïmike, voilà, l'éditorial, Maïmike, Rassis, Montréal, bref, vraiment toutes les teams, les cadreurs. Au patron aussi, Guy Savognon. Oui, c'est ça. Salutations à Manon Pagne. Exactement. Et tous ceux-là qui nous suivent sur le digital, nos inconditionnels, Yaba, bref, en tout cas. Titi Eloy, David Kwame. Mais parmi nos inconditionnels, il y a une personne qui suit régulièrement et en tout cas qui est au taquet. C'est qui? Madame Élisée Bouloubou. Il y a même un nouveau téléspectateur du Grand Talk, Apollos Danti, depuis Londres. En tout cas, tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, on vous salue, de Séguéla également. Merci et bonsoir. Les programmes continuent sur Live TV.